Alors bonjour à toutes et à tous et continuons cette séance de révision en neurologie par le cours des infections du système nerveux central, ou majoritairement des abcès cérébraux et des ompiems. Alors que ce soit abcès ou ompiem, ce sont tous les deux des suppurations focales ou des collections suppurées, dues à quoi? À une infection bactérienne. Logique, il y a du pus, il y a une bactérie. Alors la différence elle est là. C'est-à-dire que l'abcès il va se situer dans le parenchyme cérébral, alors que l'ompiem il sera cloisonné en extra-axial, c'est-à-dire qu'il sera extra-parenchymateux ou dans les méninges. C'est le même principe pour les hémorragies, il va être soit extra ou sous-dural. D'accord? Alors l'abcès est une infection peu fréquente, heureusement, mais avec une sémiologie trompeuse et une évolution rapide et imprévisible, ce qui en font l'urgence médico-chirurgicale type, d'accord? Son pronostic a été nettement amélioré par l'avènement des antibiotiques et de la TDM. Alors l'épidémio, l'incidence va toucher 3 hommes pour 2 femmes. Pourquoi? Parce que l'abcès, on va voir dans ses causes qu'il va être causé majoritairement par les caries dentaires. Et on sait que qui dit carie dit tabac, et qui dit tabac dit beaucoup plus homme, surtout en Algérie. Alors l'âge, il va être beaucoup plus avant 40 ans, d'accord? Passons à l'anapathe. L'anapathe dit que les abcès vont se développer à la jonction entre la substance blanche et la substance grise. Bon, déjà, là, c'est la substance grise du cerveau, et là, c'est la substance blanche. Ça, c'est un ompiem, d'accord? Il est sous-dural, parce que là, il y a la dure mère, et il est en dessous. L'abcès, on vient de dire qu'il va se développer entre la jonction entre la substance blanche et la substance grise. Bon, la substance grise, elle est là, l'abcès, il est là, et la substance blanche, elle est là, d'accord? Et il va évoluer en 2 phases. L'encéphalite pré-suppuratif, avec un centre nécrotique contenant des cellules inflammatoires et des germes, c'est-à-dire qu'on aura un centre avec du pus, des cellules inflammatoires et des germes, et là, entouré de quoi? D'une réaction inflammatoire. Le cerveau sain, il va être séparé de cette encéphalite, de cette inflammation, par un œdème, d'accord? Il va être un œdème plus marqué en substance blanche, bien sûr. L'abcès cérébral, là maintenant, l'abcès, la taille de ce centre nécrotique va diminuer, d'accord? Et il y aura formation de fibroblastes et de cellules macrophagiques qui apparaissent à sa périphérie. Pourquoi? Parce que ces cellules, ils vont encapsuler, si vous voulez, cet abcès et former une capsule de collagène qui va contenir ce pus. Du coup, il y aura du pus au milieu et une capsule de collagène qui va l'entourer. L'œdème cérébral va régresser et une gliose astrocytaire se développe. Une gliose astrocytaire, c'est quoi? Déjà, les cellules gliales, ce sont des cellules, c'est des macrophages du système nerveux central. Et astrocytaire, c'est un type de cellules gliales qui vont aider à la protection des neurones. Passons à la clinique. La clinique, on aura 2 phases aussi. On aura une phase de début et une phase d'état. La phase de début, elle correspond à une clinique inaperçue avec une allure atypique, type méningite, crise comitiale, déficit neurologique progressif. Pourquoi? Parce que là, il n'y aura pas beaucoup de pus, il y aura peu de pus, et du coup, la symptomatologie, elle sera moindre, disons. Après, dès qu'il y aura beaucoup de pus, il y aura plus collection de pus, là, on passera à la phase d'état, où on aura la triade classique de Bergman, qui est souvent incomplète. D'accord? Elle est faite de quoi? Elle est faite d'un syndrome infectieux, fièvre irrégulière, frisson et syndrome mélangé, d'un déficit neurologique, ça peut être de tout, un déficit moteur, sensitif, une atteinte des pères crâniens, une aphasie, des crises convulsives, un syndrome cérébelleux, une héménopsie latérale homonyme, etc. Et un syndrome d'hypertension intracrânienne. Alors pourquoi le syndrome infectieux logique? Parce qu'il y a du pus. Pourquoi le déficit neurologique est logique? Parce que selon où va se localiser l'abcès, on aura tel ou tel déficit neurologique. Et un syndrome d'hypertension intracrânienne, pourquoi? Parce que le pus, il va se collecter, il va comprimer le cerveau, donnant ce syndrome d'hypertension intracrânienne. Alors les formes cliniques. Les formes cliniques, sachez qu'il y en a 5. La première, c'est la méningite purulente en apparence isolée. Alors ça, c'est quoi? Déjà, l'abcès il va être suspecté devant une évolution traînante malgré une antibiothérapie bien adaptée ou de discrets signes de focalisation.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au début, on va traiter le patient pensant que c'est une méningite. Mais après une bonne antibiothérapie, il y aura toujours des symptômes et là, il faudra tout de suite reconsidérer le diagnostic. Pourquoi? Parce que le traitement de la méningite, il diffère totalement du traitement de l'abcès, parce que l'abcès, c'est du pus et on doit obligatoirement, enfin dans la majorité des cas, le ponctionner pour faire sortir ce pus. Alors l'abcès dans ce cas-là, dans ce cas de cette méningite purulente, il va être responsable d'une dissémination méningée. Comment ça? Par son ouverture dans les voies d'écoulement du LCR ou dans les espaces sous-arachnoïdiens. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est une forme d'un syndrome tumoral subaigu mais fébrile. D'accord? Il y aura une hypertension intracrânienne dans un contexte fébrile avec altération de l'état général. Il y aura un déficit neurologique focal d'installation et d'aggravation rapide, comme par exemple une hémiplégie. Il y aura une héméanopsie latérale homonyme et des crises épileptiques. D'accord? Donc mettez dans votre tête que devant toute hypertension intracrânienne fébrile avec des signes neurologiques, là on suspecte directement l'abcès cérébral. Troisième forme, c'est le syndrome tumoral isolé, c'est-à-dire qu'ici, il n'y a pas de fièvre, c'est la même chose, sauf qu'il n'y aura pas de fièvre ni d'altération d'état général. La quatrième et la cinquième forme, ce n'est pas des formes d'abcès, mais ce sont les empyèmes. L'empyème, on en a deux types. On a dit soit qu'il était sous-dural ou extradural. Alors pour l'empyème sous-dural, qui est un peu plus grave que l'extradural, initialement, on aura la symptomatologie d'une sinusite ou d'une thrombose veineuse corticale. C'est juste une thrombose dans une veine cérébrale, c'est tout. Ensuite, après collection de ce pus, il y aura installation de céphalées, de fièvre et d'un déficit neurologique focal brutal ou rapide avec des crises épileptiques. Du coup, dès qu'il y aura, c'est la même chose, dès qu'il y aura beaucoup de pus, on aura directement des signes neurologiques brutaux et rapides, des troubles des fonctions supérieures et une hypertension intracrânienne. L'empyème extradural maintenant, là la symptomatologie elle est moins sévère, on aura des céphalées et un minimum de signes neurologiques, suite d'une infection ou majoritairement d'une chirurgie ORL. Les examens complémentaires. Alors avant de débuter ces examens complémentaires, sachez que l'examen complémentaire de choix qui va poser le diagnostic de certitude et la localisation ainsi que le nombre d'abcès, la porte d'entrée, enfin tout ce que vous voulez, ça va être la TDM cérébrale. Mais ce n'est pas l'examen à faire en première attention. Bien sûr, d'abord on fera les radios et les trucs standards qu'on fait. Alors commençons par la radio standard du crâne de face et de profil. Là, on aura parfois, s'il y a une étiologie traumatique, on aura une fracture des sinus, d'accord? Après, il y aura collection de pus et empyème, par exemple. On peut aussi avoir des bulles d'air à la radio qui va témoigner d'une brèche méningée ou la présence carrément d'un corps étranger après un trauma, par exemple du verre ou n'importe quoi d'autre. Une ostéite de la voûte du crâne, c'est juste une inflammation de l'os, oui, il s'inflamme. Une sinusite ou des signes d'hypertension intracrânienne. Alors là, va falloir les connaître, les signes d'hypertension intracrânienne sur une radio. C'est les empreintes digitiformes. Digitiforme, ça vient de disjonction. Disjonction de quoi? Des sutures, d'accord? Et un élargissement de la selle turcique, d'accord? La selle turcique va être plus grosse. Déjà, logiquement, dès qu'il y a une hypertension, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de place, et que la selle turcique va s'élargir. Une radio pulmonaire qui peut montrer un abcès du poumon, qui va donner un abcès cérébral par dissémination hématogène, ou un cancer bronchique abcédé, qui va aussi donner un abcès par le même mécanisme. Le fond d'œil, il peut objectiver des signes d'hypertension intracrânienne, comme par exemple l'œdème papillaire. Alors maintenant, passons à la TDM cérébrale. La TDM cérébrale, on dit qu'elle a supplanté tous les examens. Elle va confirmer le diagnostic d'abcès cérébral en montrant quoi? En montrant des zones arrondies hypodenses homogènes, cernées d'une capsule hyperdense. Alors logique, le pus à l'intérieur, au milieu, il va être hypodense et la capsule de collagène va être hyperdense.
C'est logique. Après injection de produits de contraste, il va donner un aspect caractéristique qui va être l'aspect en couronne des cellules qu'on a dit qui vont entourer cet abcès. Le tout est entouré d'un important œdème responsable d'un effet de masse ou de l'hypertension intracrânienne. Il peut mettre en évidence aussi la porte d'entrée, exemple, le comblement des massoïdes dans les sinusites. D'accord? Alors l'ampième sous-dural dans la TDM, il va montrer une hypodensité en croissant. Alors déjà, sachez que ce soit hémorragie extradurale ou sous-durale ou ampième, c'est la même chose. Dès qu'on parle de sous-dural, on parle de croissant. Et dès qu'on parle d'extradural, on parle de lentille biconvexe. D'accord? Mettez ça dans votre tête. Alors, ampième sous-dural, hypodensité en croissant avec prise de contraste périphérique. Et extradural, hypodensité toujours, normalement on devrait dire en lentille biconvexe, avec une prise de contraste périphérique qui est plus intense parce qu'elle correspond à la dure mère. Alors l'IRM, il peut être demandé dans les ampièmes de faible épaisseur ou si la localisation elle est redoutable, par exemple interhémisphérique ou dans les fosses postérieures, etc. Un bilan biologique qui va montrer une hyperloco APNN parce que c'est bactérien, une DS élevée, un bilan d'hémostase et un groupage doivent être demandés. Alors la ponction lombaire, alors ça c'est très important. Une ponction lombaire devant une suspicion d'abcès doit être formellement contre-indiquée. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a des signes d'hypertension intracrânienne et on peut majorer, voire aggraver l'état du patient si on fait l'APL. La bactério, une confirmation par hémoculture lors des pics thermiques est nécessaire. Les germes les plus fréquents sont les streptos, les entérocoques, les infections à Peptococcus, plus rarement le staph doré, les Escherichia coli ou l'Haemophilus influenza. Les étiologies, alors il y en a beaucoup. Il y a des causes générales, devant des abcès profonds, paraventriculaires ou multiples. Alors là, on devra suspecter les infections pleuropulmonaires et un abcès par dissémination hématogène, abcès pulmonaire, pleurésie purulente, bronchiectasie. Sinon, les cardiopathies congénitales cyanogènes, comme les tétralgies de Fallot, transposition des gros vaisseaux, les endocardites infectieuses. D'accord? Des causes locales, comme des corps étrangers, ostéite des os du crâne, lésions post-traumatiques, halo de traction transcrânienne. Alors là, c'est juste un petit appareil qui va être utilisé pour stabiliser la tête et la colonne vertébrale, mais par contre, on va faire des petits trous dans le crâne pour le fixer. D'accord? Une infection du scalp, des surinfections de volets et les plaies crânio-cérébrales. Des causes régionales, par exemple des infections de l'oreille moyenne, des sinus de la face, etc. Alors une infection VIH bien sûr, parce qu'une toxoplasmose est une cause fréquente d'abcès cérébral et elle est de cause indéterminée dans 20% des cas. Alors autre chose, devant tout syndrome neurologique survenant dans un contexte infectieux, là il faudra suspecter trois choses. Soit la thrombose veineuse cérébrale, soit une encéphalite herpétique, on a déjà fait dans le cours précédent, soit un tuberculum ou un abcès à toxoplasmose. Donc une TVC, une toxo et une encéphalite herpétique. Alors devant un syndrome neurologique, mais là sans contexte infectieux, là on va plus suspecter quelque chose de tumoral, comme par exemple un astrocytome kystique, c'est des tumeurs, des astrocytes, ou une métastase kystique. Alors là, une ponction à but diagnostique est indiquée. Le traitement. Le traitement, il va dépendre de quoi? Il va dépendre du siège de l'abcès, de l'état du malade, de sa taille et de son caractère unique ou multiple de l'abcès. D'accord? Siège, état, taille et le caractère unique ou multiple de l'abcès. Alors il existe un traitement médical et un traitement chirurgical. D'accord? Le traitement médical, c'est quoi? C'est des antibiotiques, des antiœdémateux et un traitement symptomatique. Antibiotique, il doit être précoce à forte dose et prolongé pendant au moins 6 semaines et correspondant à l'antibiogramme et aux données bactériaux. L'antiœdémateux, c'est des corticoïdes, mais les corticoïdes, ils ne doivent pas être donnés dans les premières 48 heures. Pourquoi? Parce qu'ils vont diminuer la pénétration des antibiotiques. Donc dans les premières 48 heures, on manitole. Et après 48 heures,
corticoïdes. Autre traitement, ça va être des anticonvulsivants en cas de mal épileptique, de l'héparine pour les thromboses, et le traitement de la porte d'entrée, si c'est une carie dentaire. Le traitement chirurgical. Le traitement de la porte d'entrée, s'il n'a pas pu être traité médicalement, d'accord? Par exemple, si c'est traumatique, si c'est iatrogène, etc. Alors, le traitement des abcès, c'est une simple ponction. On n'évacue qu'une partie du pus et ça va suffire, d'accord? Pourquoi? Parce qu'une exérèse complète de cet abcès risque de donner une dissémination bactérienne dans tout le cerveau de ce pus. Les indications. Quand est-ce qu'on fait un traitement médical seul et quand est-ce qu'on fait un traitement chirurgical en urgence? Ça, c'est très important et c'est hyper posable. Un traitement médical seul, il va être indiqué en cas de contre-indication à la chirurgie, logique, en cas d'abcès trop petit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le ponctionner. Là, on doit traiter médicalement. Si c'est un petit abcès, mais dans un foyer d'encéphalie diffus, là, si on va toucher, ça sera délicat. Et si la lésion est petite et profonde ou en zone fonctionnelle, c'est-à-dire si on va toucher, là encore chirurgicalement, on va altérer une fonction, on va perdre une fonction. Et si il y a beaucoup d'abcès, il y a des abcès multiples, là on traite médicalement, c'est mieux. Alors le traitement chirurgical en urgence, comme ça, si l'abcès il est volumineux avec une hypertension intracrânienne sévère, là on ponctionne pour diminuer la pression dans le crâne. Si l'abcès il va être volumineux, obstruant les voies d'écoulement du LCR, là on aura probablement une hydrocéphalie, donc il faudra vider l'abcès. En l'absence de certitude diagnostique, lorsque la lésion est superficielle et le patient est en bon état général, là pourquoi? Parce qu'on a une incertitude diagnostique, c'est-à-dire qu'on devra faire une ponction anapathe chirurgicalement pour éliminer une tumeur. Si la taille de l'abcès augmente malgré un traitement médical bien conduit, là on traite chirurgicalement. Alors le traitement des empyèmes sous-duraux, ça va être une évacuation chirurgicale en urgence par un large volet. Le pronostic, il reste grévé d'une mortalité de 30% avec des troubles de vigilance en rapport avec l'œdème cérébral, un état de mal convulsif, une thrombophlébite, etc. L'empyème extradural maintenant, il peut être guéri avec seulement le traitement médical. L'évolution maintenant, elle est favorable si on a certains facteurs qui sont de bons pronostics, par exemple un âge pas trop avancé, si on a fait un diagnostic précoce, si on a donné une antibiothérapie adaptée, si l'abcès il est unique, non pas multiple, unicité de l'abcès, si il est de petit volume, pas trop grand, une localisation autre qu'au cervelet ou au tronc cérébral, une vigilance normale, d'accord? Alors par exemple si c'est dans les fosses cérébrales postérieures, là c'est plus grave, d'accord? Les complications, on a soit un engagement cérébelleux, soit une ouverture dans les ventricules ou dans les espaces sous-arachnoïdiens. Les séquelles, on peut avoir des séquelles cliniques, par exemple des déficits neurologiques focaux, parce que l'abcès il est resté trop longtemps, une hydrocéphalie communicante et des épilepsies. Des séquelles radiologiques, une image ronde au scanner sans effet de masse. Alors comme conclusion, on va dire que l'abcès cérébral est peu fréquent mais grave. Sa symptomatologie clinique est souvent trompeuse, son traitement est médical ou chirurgical, la ponction simple peut résoudre le problème. Depuis l'introduction des antibiotiques, la gravité des abcès et des empyèmes a diminué. Et je vous remercie.